La société civile est le moteur d'une démocratie participative. Telle est la devise d'Ammar Belhimer, professeur de droit public à la faculté de droit à l'université d'Alger. Invité à la conférence débat organisée par le Front des forces socialistes à l'occasion de la première sortie médiatique du nouveau premier secrétaire du parti, Ammar Belhimer avait expliqué que la viabilité passe par l'établissement de marchés qui permettent d'assurer une meilleure répartition des avantages du développement. Radio des Sans-Voix vous invite à suivre une partie de cette conférence à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Nous avons le soleil, nous avons le désert, nous avons également la mer, nous avons un potentiel humain, nous avons des montagnes, des cultures. Nous avons un potentiel que beaucoup de pays n'ont pas, mais même en absence de ce potentiel, des pays quand même ont développé leur économie à base de l'activité touristique. Vous prenez un exemple, le tourisme urbain. La ville de Paris, 100 millions de touristes. Cela veut dire qu'il y a des pays dont le tourisme est une activité principale. Il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles, mais qui ont développé l'activité touristique. Il y a bien sûr un passé. Il y a les biens et les services de l'activité, mais il y a aussi les biens et les services, une autre activité qui se développe lorsque le tourisme il est développé. Il y a un troisième volet également, c'est les activités principales, professionnelles dans le domaine du tourisme. On voit par exemple les tours opérateurs, les agences de voyage. Donc aujourd'hui, si nous mettons en évidence, si nous constatons qu'il y a un retard dans le développement de l'activité touristique en Algérie, on peut le constater à travers les chiffres. Le secteur de tourisme en Algérie, il contribue peu, autrement dit, la part de l'activité touristique dans le produit intérieur brut, elle est insignifiante, moins d'un chiffre. Cela veut dire, nous pouvons dire 3,5% jusqu'à 6%. Le secteur de tourisme, c'est un secteur qui contribue à la création de beaucoup d'emplois dans beaucoup de pays. En Algérie, la contribution du secteur actuellement à la création d'emplois ne dépasse pas justement un chiffre. Cela veut dire nous situons à 7% d'emplois. Cela veut dire la contribution du secteur du tourisme qui doit principalement contribuer aux grands équilibres de la balance des paiements parce qu'il faut dire le tourisme il fait partie des activités d'exportation aux hydrocarbures. Ça veut dire qu'il y a une entrée de devises dans les caisses de l'État. Donc s'il y a un développement de l'activité de tourisme, il va y avoir principalement un effet sur la création de la valeur ajoutée, donc sur la croissance économique. Cela veut dire qu'il va y avoir des conséquences sur la création d'emplois. S'il y a développement de l'activité économique, certainement, il va y avoir un impact sur le développement des activités d'exportation hors hydrocarbures. Maintenant, le constat à travers les chiffres que nous pouvons présenter, on peut dire que juste à présent, l'activité touristique en Algérie ne représente pas beaucoup de choses. Mais ce qui est important de constater, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui est fait. Si je prends depuis 2008, il y a ce qu'on appelle un schéma, le schéma directeur d'aménagement touristique, avec des objectifs qui ont été assignés pour 2 phases. La première phase, c'était 2008-2015, la phase d'amorçage, cela veut dire, et la phase 2015-2025, c'était prévu, c'est une phase pour le développement de l'activité touristique. Il y a une agence qui s'appelle l'Agence nationale de développement touristique. Au niveau de cette agence, on peut constater tous les plans. Et justement, ce plan, depuis 2008, il y a le schéma directeur de l'aménagement touristique. Cela veut dire qu'il nous précise l'orientation, ou principalement la politique publique,
cette première phase d'amorçage, bien sûr 2008-2015, si on prend des chiffres officiels, mais justement l'erreur se situe à ce niveau. Parfois, dès qu'on évoque la promotion de l'activité touristique, on lie directement l'activité au nombre de lits, c'est-à-dire les infrastructures d'accueil. Ce ne sont que des chiffres, cela veut dire qu'il ne faut pas lier le développement de l'activité touristique à seulement l'infrastructure d'accueil physique. Je prends seulement cette donnée accueil. Cela veut dire pour promouvoir l'activité de tourisme, il faut promouvoir d'abord l'attractivité. Cela veut dire l'attractivité, l'espace, cela veut dire l'espace géographique agile. C'est l'image de marque, parce que pour vendre un produit touristique, il faut parvenir à attirer, cela veut dire développer l'attractivité de l'espace économique. L'espace économique, c'est dans un premier temps, c'est l'Algérie. Il faut également avoir des produits. Il faut avoir des références, une organisation. Et les pays qui ont réussi à développer l'activité touristique, on sous-entend parmi les pays voisins l'exemple de la Tunisie. L'exemple de la Tunisie, c'est l'exemple de développement d'un tourisme de masse, à la différence du Maroc qui est beaucoup plus un tourisme diversifié. Juste à titre d'exemple, parce que parfois, il y a des chiffres qui nous donnent encore espoir. En Afrique, l'Algérie, elle est classée en 4e position. Nous ne sommes pas loin. En 2e position, c'est l'Afrique du Sud. En 3e position, c'est la Tunisie. Mais pour attirer plus de touristes, il faut d'abord avoir des produits touristiques. Il faut également avoir une organisation. C'est-à-dire c'est des acteurs professionnels à tous les niveaux. Je cite un exemple. Il y a en Algérie des structures, des organisations qui sont à l'avant-garde de la promotion. L'Office national du tourisme. Mais parmi les 2,7 millions en 2013 qui ont visité l'Algérie, ce n'est pas grâce à l'Office national du tourisme. C'est-à-dire en partie, il y a une défaillance déjà de ces structures qui sont chargées de promouvoir l'activité touristique au plus haut niveau. Mais la promotion de l'activité touristique n'est pas seulement l'affaire de l'État. C'est l'affaire également des organisations professionnelles, des entreprises, des citoyens. Parce que pour développer, promouvoir l'activité touristique, il faut avoir déjà une activité, un produit. Alors qu'en Algérie, cette activité touristique, il faut la construire. Elle n'est pas encore une industrie. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir tirer profit de toute activité touristique, il faut l'analyser en termes d'industrie. Aujourd'hui, on parle d'industrie touristique. On parle de filière touristique. Si on parle d'industrie, ça veut dire qu'il y a la production. C'est un processus d'élaboration des produits, de la conception à la mise en marché, plus tout ce qui est hébergement, tout ce qui est restauration, tout ce qui est animation, tout ce qui est aménagement des villes, l'aménagement des espaces, quand on dit espace économique. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs produits touristiques. Et donc, pour promouvoir l'activité touristique, il ne suffit pas de promouvoir l'activité d'un hôtel, de promouvoir l'activité de la restauration. Il faut promouvoir les activités de transport, les activités de la logistique, les activités de l'accueil et surtout, comment agir sur les comportements. Si nous voulons développer un avantage concurrentiel, ça veut dire qu'il faut offrir mieux. Cela veut dire un touriste, un rapport qualité-prix, s'il trouve que le tourisme balnéaire il est mieux développé en Tunisie, mieux client étranger ou national, il va choisir la destination Tunisie parce qu'il a le choix. On doit prendre en considération les facteurs de réussite des pays voisins. On doit prendre en considération quels sont les points noirs qui empêchent la promotion de l'activité touristique en Algérie. Ça veut dire qu'il faut identifier l'ensemble de ces points forts. Il faut se dire que la promotion de l'activité touristique en Algérie n'est pas l'affaire d'un seul acteur. C'est l'affaire de l'État lorsque le tourisme va être classé comme priorité nationale. Mais attention, il y a des exemples. Feuhouari Boundiet, à un moment donné, dans les priorités de développement des activités, il a classé le tourisme comme priorité. Mais est-ce que c'est la dernière priorité? Est-ce qu'il est à la 10e ou à la 12e ou à la 15e ou à la 20e priorité? S'il n'est pas classé parmi les premières priorités, certainement il ne peut pas y avoir engagement des ressources.
dans une démarche stratégique, lorsqu'on place le secteur du tourisme comme priorité nationale, en ce moment-là, donc, il y a naturellement ce qu'on appelle engagement, affectation des ressources. Donc, au niveau central, c'est déjà à ce stade. Le tourisme, si on va le considérer comme une priorité nationale, à partir de là, les stratégies nationales, les stratégies des différents acteurs vont découler de ce choix. Oui, c'est l'affaire de l'État, mais à condition que ce secteur devienne un secteur prioritaire. À partir de ce moment, il y a possibilité d'affecter des ressources nécessaires. Parce que la promotion de l'activité touristique a besoin de ressources financières, a besoin de ressources humaines et surtout a besoin d'un engagement à long terme. C'est l'affaire de l'État et c'est l'affaire également des institutions de l'État, soit au niveau central. Nous avons évoqué le cas de l'Agence nationale de développement touristique. Il faut réactiver le rôle de l'Office national de tourisme. Ça veut dire que nous devons passer du stade de l'administration de l'activité touristique au stade management de l'activité touristique selon les normes universelles. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un classement qui se fait par des organisations internationales. Et ces classements signifient perception. Donc notre pays, jusqu'à présent également, n'est pas bien classé. Pourquoi? Parce que cette activité touristique n'est pas développée. Pourquoi la norme internationale? Parce que la promotion de l'activité touristique en Algérie, elle n'est pas orientée seulement vers les touristes étrangers. Elle doit être orientée également vers le tourisme domestique. Il y a beaucoup d'Algériens qui ne connaissent pas les autres wilayas d'Algérie, qui ne connaissent pas le potentiel naturel qui existe dans d'autres wilayas. Donc il faut réactiver le rôle des institutions au niveau central et au niveau local. La promotion de l'activité touristique en Algérie, c'est également l'affaire des entreprises. C'est l'affaire également des professionnels dans tous les domaines. Dans le domaine de l'animation, dans le domaine de la restauration, l'aménagement, dans le domaine des équipements hôteliers. Un élément clé dans toute activité touristique, dans tout espace, c'est la qualité de service. La qualité de service, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Les professionnels doivent la conserver. Cela veut dire, si vous avez en face de vous des professionnels qui ont travaillé, qui ont exercé, qui connaissent le métier du tourisme, certainement ils vont développer des prestations, ils vont développer des produits touristiques, mais avec un rapport qualité-prix. C'est-à-dire la qualité de service, c'est une donnée importante. Il faut aller vers la qualité perçue. Parce qu'aujourd'hui, ce touriste, soit algérien, soit étranger, il reçoit plusieurs offres. Il a une grande capacité de perception. Parmi une variable, un élément qui est utilisé dans la perception, c'est les témoignages. Un groupe ou une personne, il va témoigner que le secteur, que ce produit, il est meilleur dans cet espace, il est meilleur dans ce pays. Donc, il faut rehausser également la dimension professionnelle des intervenants dans le domaine touristique. Et il faut se dire, la qualité, ce n'est pas seulement la qualité de la restauration. Ce n'est pas seulement la qualité de l'hébergement, c'est également la qualité de l'accueil. C'est au niveau de la qualité dans le traitement des dossiers. Parce que quand on dit qualité, il faut orienter, quand on dit professionnel, ça veut dire l'investisseur. Parce que pour motiver une personne qui veut voyager en Algérie, il doit constater, peut-être il aimerait bien voir des entreprises qui proposent un produit touristique de qualité. S'il voit qu'il y a des entreprises qui proposent des produits de qualité, il peut demander. Mais une chose est sûre, il faut améliorer également l'accueil pour ces professionnels. Les professionnels de tourisme, ils sont nombreux. Je prends seulement l'exemple dans le domaine de l'hôtellerie en Algérie. On prend la chaîne hôtelière Ibis, Mercure et autres. Ça veut dire qu'il y a des professionnels qui ont un savoir-faire. Oui, améliorer l'accueil, c'est améliorer le climat d'affaires pour l'investissement dans le secteur touristique. Et dans l'investissement, la politique d'investissement doit être orientée selon une logique de chaîne. Aussi, le développement de l'activité touristique n'est pas seulement l'affaire de l'État et des entreprises, mais c'est également l'affaire des collectivités. Parce que vous avez une collectivité, c'est un territoire. Chaque espace géographique a ses spécificités.
Dans un espace, on peut développer le balnéaire, le tourisme culturel, le tourisme gastronomique maintenant. Pourquoi ne pas développer également des produits? Parce que les pays qui ont réussi à développer les activités touristiques également, ils l'ont développé d'une façon globale. Ils sont passés par une série de segmentations. Autrement dit, ils ont créé des marques. Il faut définir le projet touristique pour chaque espace géographique. J'ai analysé un exemple en France. Vous prenez par exemple Anly-Lyon. Ça s'appelle Anly-Lyon. Cela veut dire que vous allez voir l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui sont impliqués dans le projet. Le club sportif, il est impliqué. La ville de Lyon est impliquée. Tous les acteurs culturels du monde de la gastronomie, du monde de la culture, de l'agriculture, ils se sont tous impliqués et ils ont développé un projet touristique, mais ce projet touristique, ils l'ont développé par une approche de parties prenantes. Et ils tirent profit aujourd'hui de l'héritage. Il y a un exemple similaire, le développement de l'activité touristique en Espagne, avec le Jeux olympiques de Barcelone 92. Il y a un héritage important. Je prends un autre exemple, l'Afrique du Sud, à travers l'organisation des manifestations sportives. Mais par la suite, ils ont préparé l'avenir, ça veut dire qu'ils sont beaucoup investis. Donc c'est l'affaire de collectivité. Une fois l'activité créée, une fois il y a la confiance entre les différents acteurs, à partir de là, plusieurs produits touristiques peuvent voir jour. C'est important. Si nous allons réaliser ce développement intégré, nous allons développer ce que beaucoup d'opérateurs de professionnels appellent les circuits touristiques. Oui, à partir de là, nous pouvons préparer un pack. Ça veut dire qu'il faut réfléchir en termes de chaîne, il faut réfléchir en termes de produits, et ensuite, il faut réfléchir en termes de chaîne de valeur comparée. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons promouvoir, soit nous allons développer, suivant des normes universelles, dignes de l'activité touristique. S'il n'y a pas implication du citoyen dans le projet touristique, il serait difficile de réussir l'activité touristique en Algérie. Le développement de l'activité touristique, il obéit à une logique de plusieurs parties prenantes. Si vous prenez par exemple en France, l'activité touristique, elle est suffisamment développée, mais il résonne en termes de marque, ça veut dire la marque des produits. Et puis ils vont définir un budget, un financement. Ils vont regrouper tous les acteurs, ce qu'on appelle le nouveau management public. Le partenariat public-privé, synergie, réduire le coût de transaction lorsqu'il y a un développement intégré. Donc il faut arriver à identifier les opportunités. Le tourisme est une opportunité en Algérie. Donc, sur le plan économique, une opportunité à saisir. Et qu'il faut, avant de la saisir, il faut la cerner. Il faut développer un savoir-faire. Il faut développer également des capacités. Il faut arriver à développer un savoir-être collectif qui peut accueillir. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Il y a des richesses, mais on ne sait pas les exploiter. J'enchaîne. Monsieur Sdiki, il avait parlé tout à l'heure de climat des affaires. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, le climat des affaires n'y est pas. Et quand le climat des affaires n'y est pas, même si vous êtes volontaire, s'il y a toute la volonté de tout le monde, ça ne marchera pas. Le climat des affaires, il faut le savoir, nous sommes parmi les derniers au monde. Et oui, le dernier classement, il me semble, on est classé à 150 et plus. Voilà, on me corrige, on me dit que 148. 148, c'est proche de 150, vous voyez. Donc on est pratiquement parmi les derniers pays du monde. Si vous dites quand le climat des affaires n'y est pas, donc toute la bonne volonté que vous avez ne peut rien faire. Alors, ce climat des affaires, on peut le voir, on peut le sentir déjà. On peut le sentir déjà dans l'attribution des concessions, dans le foncier industriel. À un moment donné, tout est administré, c'était les fameux calculs qui ont été supprimés. Maintenant, donc, le promoteur en tourisme doit faire un dossier depuis quelques mois auprès de la direction du tourisme. Nous avons même dernièrement à Tizi Ouzou, si vous suivez l'actualité à Tizi Ouzou, il y a le Wali qui a débloqué 38 projets
tout le monde a écouté certainement les avis des promoteurs qui étaient satisfaits de l'intervention. Il a fallu quand même l'intervention du Wali pour débloquer. C'est-à-dire débloquer également si ce n'est pas le terrain. Parce que des fois, on vous attribue un terrain, mais on vous bloque. Il n'y a pas de permis. Il faut mettre 2 ans pour l'avoir. Vous avez des agréments aussi qu'il faut avoir. Des décisions de lentilles également, qui mettent du temps. Donc tout cela, la dernière fois, j'avais entendu des promoteurs parler d'un projet vieux de 8 ans, de 10 ans. Comment voulez-vous donc terminer ou bien achever un dossier de cette nature? Donc les gens fuient après, fuient donc ce secteur important, très important qu'est l'investissement. Vous avez également des contraintes ailleurs, dans la création de l'entreprise. En Algérie, malheureusement, pour créer une société, il faut aller chez le notaire. Alors ailleurs, dans le monde, un acte sous seing privé suffit. Aller chez le notaire, c'est synonyme de perte de temps et d'argent. Vous avez après les différentes procédures. Les différentes procédures, ici et là, on vous réclame des contrats de location, on vous réclame des décisions ici et là. Donc le financement également va se poser, le problème de financement va se poser parce que les banquiers ont peur, surtout ces derniers temps. Bien qu'il y a dépénalisation de l'acte de gestion. Logiquement, le banquier, il doit risquer au même titre que le promoteur. Mais allez-y, éliminez ce risque, ou bien cette pratique, cette mentalité rétrograde. Donc il va falloir beaucoup de temps au niveau des pouvoirs publics, parce qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Pour y arriver à concrétiser un projet, il faut avoir d'abord une assiette foncière, il faut avoir un financement, il faut avoir un permis de construire, chose qui n'existe pas malheureusement, ce qui bloque, et ça décourage bien entendu le promoteur. Voyons maintenant quelles sont ces mesures incitatives. Vous voyez que les mesures que je vais citer maintenant, elles sont inutiles du moment que nous avons un climat des affaires qui est le dernier au monde, qui est complètement dépassé. Donc même si on vous donne des avantages importants, vous ne pourrez pas les utiliser, vous ne pourrez pas en profiter. Et pourtant ce sont des dispositifs qui datent des années 2009 et même avant, pour des raisons donc méthodologiques, commencer par le plus important, le complexe touristique classé. Puis après, je parlerai des dispositifs de l'ONDI et des soutiens à l'emploi de jeunes. Ces petits dispositifs qui sont ici et là montés pour aider un jeune à fuir le chômage. Donc le plus important à citer, ce sont les dispositifs donc, des établissements classés. Quels sont les avantages octroyés par la loi? Je commencerai par la TVA. Vous avez en phase de réalisation, vous avez la possibilité d'acheter en franchise. Autrement dit, vous achetez un équipement sans payer TVA. En phase d'exploitation, la prestation, elle sera soumise à 7%, c'est-à-dire le taux réduit, alors qu'ailleurs, dans les restaurants, dans les cafés, ailleurs, en dehors des complexes touristiques classés, le taux de TVA est de 17%. Ça, c'est sur le plan de TVA. Nous avons également, sur le plan de la loi de douane, le promoteur dans le tourisme a la possibilité d'importer, dans le cas où les biens ne sont pas fabriqués en Algérie, importer en payant les droits de douane au taux de 5%, c'est-à-dire le taux réduit. Et là, c'est dans le cadre du plan qualité tourisme à Algérie, donc qui existe depuis quelques années déjà, que malheureusement les promoteurs au tourisme ne connaissent pas. Nous avons également, en matière d'IBS, vous avez une exonération de 10 ans. 10 ans d'exonération. Alors que si c'est une entreprise individuelle, il n'y a aucune exonération. Sauf si c'est fait dans le cadre en siège CNAC ou en GEN. 10 ans à compter, bien sûr, de la date du début d'activité. Donc, tous ces avantages sont importants et vous permettent d'être à l'aise pendant un certain nombre d'années. Tout à l'heure, M. Sdiri a parlé de la France. En France, des promoteurs dans le tourisme n'ont pas ces avantages. Par exemple, on parle d'IS en France, impôt sur les sociétés. Le taux, il est de 33,33%.
Et il n'y a pas une exonération de 10 ans. Elle n'existe pas. Et pourtant, eux, ils ont réussi. La TAP pose problème, bien entendu, bien qu'il y ait 10 ans d'exonération. Tout le monde en parle. C'est un impôt qu'il faut absolument supprimer le plus tôt possible. Il ne règle pas le problème, il accentue. C'est un impôt qui se calcule sur le chiffre d'affaires. La règle, c'est que l'impôt se calcule sur un résultat positif et non sur un chiffre d'affaires. Sur le plan financier, vous avez ce qu'on appelle des bonifications d'intérêt. De 3% si votre projet est implanté au nord, ou 4,5% si le projet est implanté au sud ou bien dans les hauts plateaux. Vous vous rendez compte, là aussi on ne le retrouve pas en France ou ailleurs dans le monde. Et vous avez bien entendu les concessions, ces fameuses concessions qui ont mis du temps pour s'installer. Il a fallu donc éliminer les CalPRF, il fallait également impliquer les Wadi de manière à accorder, à s'intéresser beaucoup à ces promoteurs en tourisme. Non seulement on leur accorde facilement ces concessions, mais c'est qu'il y a même des abattements dans la charte, des abattements de 50% dans les hauts plateaux et 80% dans le Grand Sud. Donc tous ces avantages sont importants pour promouvoir cette activité touristique qui malheureusement ne s'installe pas pour les raisons qu'on a citées. Vous avez bien entendu également d'autres dispositifs qui sont parallèlement mis en œuvre pour aider les jeunes, ce qu'on appelle les dispositifs de soutien à l'emploi. C'est l'ANSEJ, la CNAC, l'ANGEM. Ce sont des dispositifs qui vous exonèrent en matière d'IRG ou IBS selon le cas, en matière de TAP aussi, pendant 3 ans en règle générale. Exceptionnellement, ces 3 ans peuvent être portés à 6 ans dans le cas de communes pauvres, on les appelle les communes à promouvoir. Ici, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des étoiles, qu'on appelle qu'il y ait un établissement classé. Dans le sud, l'exonération est portée jusqu'à 10 ans. Nous avons également le dispositif de l'ONDI, qui également a permis la création de certains complexes non classés, ou bien qui sont sur le point d'être classés. Les exonérations dans le nord, elles sont de 3 ans, elles peuvent être portées à 5 ans lorsque le nombre de salariés dépasse 100 emplois, ce qui est difficile à réunir. Dans le sud, ce qu'on appelle les zones spécifiques, c'est le Grand Sud, quelques communes des hauts plateaux, l'exonération est de 10 ans. Les incitations fiscales, parafiscales, douanières et financières sont incitatives. Mais malheureusement, le climat des affaires n'y est pas. Donc, ça ne sert à rien d'accorder des avantages si les conditions ne sont pas réunies. Et pourtant, il y a eu une modification du Code du commerce. Elle a touché principalement le fonctionnement de la SARL, Société à responsabilité limitée. On a éliminé le capital social, l'obligation d'avoir 100 000 dinars pour créer une société. C'est bien, ça va permettre aux jeunes qui créent des entreprises dans le cadre de l'ANSEJ, CNAC ou ANGEM de ne pas demander de l'argent ici et là pour réunir le capital social qui existait auparavant, qui était obligatoire et était de 100 000 dinars. Donc on l'a supprimé. Aujourd'hui, une SARL peut être créée avec 1 dinar. Malheureusement, on n'a pas supprimé l'obligation de recourir au statut notarié. C'est dommage. Nous avons également le nombre des associés dans une SARL qui n'est plus limité à 20 auparavant. Maintenant, le nombre est porté à 50. Alors qu'en France, par exemple, c'est à 100. Une SARL, elle peut aller jusqu'à 100. Nous avons également, pour les sociétés à responsabilité limitée qui recourent à un capital social, ils ont la possibilité de le faire par étapes. Il n'y a plus une obligation de libérer, ce qu'on appelle libération des parts. Si vous optez pour un capital social, vous payez chaque année un montant. Vous commencez par 1/5, puis après, vous avez 5 ans pour la suite. L'apport en industrie est maintenant admis dans les SARL, alors qu'avant, il n'était pas admis. L'apport en industrie, c'est le savoir-faire que vous apportez. Donc il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne avec de l'argent. Quelqu'un qui revient du Canada avec un savoir-faire, il peut être associé
et peut avoir sa part de bénéfice dans la société. Voilà ce qu'a apporté la petite réforme de décembre 2015. On aurait pu aller très loin. En Algérie, la SPA, elle existe depuis 1993, mais la loi oblige les actionnaires, ici on parle d'actionnaires, à être au nombre de 7. En France, on peut créer une SPA à 2 personnes. On l'appelle la SAS, la Société par Action Simplifiée. 2 personnes peuvent créer une SPA. Mieux encore, en France, depuis quelques années, une seule personne peut créer une SPA. Elle s'appelle la SASU. Si vous dites ailleurs dans le monde, le climat des affaires bouge, il évolue, chez nous, il est figé. Donc, tant que ce climat des affaires est figé, on ne peut rien faire. C'est un tout. M. Sdiki l'a si bien dit. C'est l'affaire, le tourisme, c'est l'affaire de tous, de tout le monde, pas uniquement des pouvoirs publics. Vous voyez que les pouvoirs publics ont donné beaucoup d'avantages fiscaux, parafiscaux et autres, mais on ne les applique pas, on ne peut pas les appliquer si vous n'avez pas une assiette foncière, si vous n'avez pas un permis. Des fois, on a une assiette, mais on n'a pas de permis. Il y a toujours un problème. Et puis, donc, le problème se pose, il y a toujours quelque chose qui bloque. Et quand, tous ces éléments, chacun travaille de son côté, il n'y a pas une harmonie, l'harmonie dans le travail, on ne pourra rien faire.